Vous avez découvert lors des 2 premiers épisodes des causeries des humanités numériques les rapports possibles entre l'intelligence artificielle et la littérature. Vous avez découvert un auteur, Nicolas Bertani, qui dans ses thrillers d'espionnage futuristes intègre l'intelligence artificielle au cœur de ses intrigues, mais également qu'il l'utilise dans son processus de création. Nous vous proposons d'aller plus loin aujourd'hui en découvrant avec Nicolas Bertani ses méthodes de recherche documentaire et d'élaboration scénaristique qui utilisent déjà largement les outils d'intelligence artificielle. Restez avec nous, nous abordons cela maintenant. Nous sommes donc très heureux de vous retrouver pour ce 3e épisode des causeries des humanités numériques consacrées à l'intelligence artificielle, à la littérature et aux technologies. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de retrouver Nicolas Bertani. Bonjour Christophe. Bonjour Nicolas Bertani. Alors je rappelle que vous êtes auteur, bien sûr, de ce thriller d'espionnage futuriste avec Tom Castle qui est votre personnage principal. Vous êtes consul d'Italie à l'île de la Réunion. Vous êtes polyglotte, passionné d'histoire, de géopolitique, de romans d'espionnage. Et ce qui explique effectivement que vous soyez lancé dans cette aventure pour créer une saga que j'espère nos téléspectateurs auront l'occasion de découvrir très prochainement puisque vous allez bien le mettre dans les kiosques et dans les librairies au mois de mai, je crois. Au mois de mai, c'est ça. Au mois de mai, tout à fait. Le premier roman sort au mois de mai. Alors Nicolas Bertani, nous abordons un troisième épisode. Vous avez accepté et vous nous dévoilez un peu vos secrets de fabrication. Nous abordons la question de la recherche documentaire, des sources et de ChatGPT. Mais est-ce qu'on pourrait revenir un petit peu d'abord sur le contenu de vos romans, au moins le premier roman qui sortira très prochainement. Avec plaisir. J'ai eu envie d'écrire en fait récemment. C'est quand même assez récent, je me suis mis sur le tard on va dire, même si j'ai toujours eu la passion de la lecture et du 7e art, puisque ça va ensemble je trouve. Et donc les 5 romans là, que j'ai écrits, le 5e est en cours d'écriture, racontent vraiment l'histoire d'un Navy SEAL qui est italo-américain, qui est donc un spécialiste des commandos marines, qui est devenu, après de nombreuses missions, un professeur d'intelligence artificielle pour coller à l'actualité qu'on est en train de vivre depuis 1 an ou 2, où on a des outils d'intelligence artificielle qui décuplent toutes nos capacités professionnelles, qui sont en train de changer la société civile et même la manière de concevoir l'Internet. Et donc j'ai mis ça au cœur de cette intrigue, notamment sur le premier tome qui s'appelle Tom Castle Space One Course à l'IA et qui sort au mois de mai. Et on est en 2033, donc c'est pas très loin, c'est un roman d'anticipation. J'aime à dire que c'est pas de la science-fiction, c'est de la fiction avec de la science, parce qu'on est ancré dans le réel. J'ai un spécialiste, Vincent Pinte de Rognecourt, qui a vérifié toutes les composantes liées à l'intelligence artificielle. Olivier Sébastien de l'Université de la Réunion aussi qui m'a donné sa touche sur le côté informatique. Voilà, j'ai essayé de faire un roman qui est basé, ancré dans la réalité de ce que pourrait devenir l'IA dans quelques années, et notamment dans son cas celui qui nous inquiète le plus, qui est l'émergence d'une singularité, c'est-à-dire une intelligence artificielle qui pourrait, à notre égal, passer le test de Turing et converser avec nous, comme le Jarvis de Tony Stark. Pour l'instant, c'est des films de super-héros. C'est pas dit que dans 5-10 ans, ce ne soit pas une réalité, qu'on n'ait pas un assistant, qu'en tant que chercheur au CNRS, un assistant qui nous aide à trouver de nouvelles molécules ou à remède contre le cancer. Ça pourrait arriver. Voilà, donc la singularité, effectivement, vous expliquiez dans la précédente causerie que cette singularité est proche, puisqu'elle est prévue pour 2035, mais qu'il n'est pas impossible que ça arrive plus tôt que prévu, mais qu'aussi l'intelligence artificielle peut avoir une double face. Oui. On peut avoir, et c'est ce qu'on a découvert récemment dans le mécanisme, c'est-à-dire qu'on ne maîtrise pas tout dans les processus d'apprentissage et de développement de l'intelligence, justement, artificielle. On a différents niveaux d'intelligence artificielle. Moi, je l'ai découvert en me plongeant dans le sujet. On a des intelligences artificielles qui fabriquent du code, qui écrivent des algorithmes qui permettent à l'intelligence artificielle de niveau 2 supérieur d'aller faire des tâches de deep learning encore plus complexes. Donc on a une intelligence qui encode une autre, sans intervention de l'homme, dans ce qu'ils appellent en anglais une black box, une boîte noire, à l'intérieur de laquelle on ne sait pas vraiment comment est écrit le code. Il est parfois inventé, il est parfois créé par la machine, donc il va au-delà des langages que l'homme a créés pour coder depuis le clavier. Bon, quand on n'est pas informaticien de métier, qu'on découvre ces choses-là, on s'aperçoit que ça devient un peu surprenant comme méthode. Et la courbe est exponentielle de réussite, puisque une intelligence qui code à 1 million de fois plus vite que nous,
fatalement, aura des résultats de plus en plus rapides, de plus en plus importants, et on le voit. Donc c'est vrai que c'est passionnant comme outil. Du coup, en écrivant, en m'informant sur le sujet de l'IA pour le mettre au cœur du roman, j'ai découvert plein d'outils que je ne connaissais pas. Parce que j'avais commencé avec ChatGPT, mais j'en ai découvert plein d'autres, des créateurs de contenu, des générateurs d'images. Maintenant, on a des générateurs vidéo qui sont en train d'arriver. Tout ça à partir de langage naturel, c'est-à-dire sans avoir besoin d'apprendre le Python, le COBOL ou je ne sais quel langage complexe. On a ça, on écrit en français, en anglais, en italien, comme on veut. Et l'intelligence artificielle, l'application nous redonne le résultat de notre requête. Donc ça devient impressionnant. Vous nous avez d'ailleurs détaillé dans l'épisode précédent la façon dont vous promptiez, c'est-à-dire dont vous écrivez le scénario de ce que l'intelligence artificielle doit mettre en œuvre pour fabriquer une image. C'est ça. Et je m'y suis amusé pour fabriquer l'image de tous mes personnages, de certaines scènes, des extraits de certaines scènes du roman que j'avais en tête, et j'avais envie de voir si l'intelligence artificielle arrivait à me les restituer en lui donnant le bon prompt. Et toutes ces images, d'ailleurs, je les ai mises en ligne sur un site que j'ai fabriqué pour promouvoir les romans, qui permet, en un seul coup d'œil, de s'immerger dans l'univers de la saga Castle. Donc ça s'appelle www.tomcastle.fr. Et là, vous avez le descriptif des différents romans, des personnages. C'était très ludique. Et ça demande quand même une maîtrise du langage. C'est-à-dire qu'on est obligé d'apprendre le langage de la photographie, de l'éclairage, du plan, pour obtenir le résultat qu'on souhaite. On a d'ailleurs une image, pour nos spectateurs, vous avez une image actuellement que l'on peut regarder. On voit effectivement cet univers visuel, on le voit très très bien. Donc on est sur une qualité de production, mais qu'auparavant on avait, mais avec des équipes de dessinateurs, de graphistes de très très haut niveau, quoi. Il fallait là, je lui ai demandé de faire un visuel de Tom Castle avec un masque spécial, anti-fumée, et de me mettre sous la forme d'une image de cinéma inspirée des films de Spielberg et de Ridley Scott, de me mettre des combattants en contre-jour sur la partie basse de l'affiche. Et ce qui est bluffant, c'est de voir que avant, il aurait fallu 2 graphistes, une agence de com, pour sortir Et ça, c'est sorti en même pas 30 secondes. Alors j'en ai sélectionné. Tous les résultats ne sont pas bons. Il y a parfois des petites hallucinations, des erreurs. Mais au bout de 3-4 essais, on a une image qui est chouette. Alors là, c'est mon éditeur que je remercie, Hello Édition, qui a utilisé l'image, et la graphiste Camille a la remasterisée, et on a mis un fond avec des étoiles, a écrit le texte. Et ça, en fait, c'est le support d'un kakémono que je vais utiliser pour les dédicaces, un dérouleur, ça sera imprimé, qui permet, voilà, la personne qui s'approche pour connaître le roman, d'avoir un premier visuel. Ça fait déjà longtemps qu'on l'ait fait, mais on ne le faisait pas avec l'IA. Et Camille m'a dit, la graphiste de l'éditeur, qui est à Paris, m'a dit qu'elle utilise l'IA pour aider les auteurs à faire leur première de couverture. C'est ça. Parce qu'à partir de ce que l'auteur lui dit, elle lui fait des propositions qu'elle n'a plus créées à la main, comme elle faisait à une époque, puisqu'elle sait dessiner, mais avec une IA. Il n'y a plus besoin Voilà, ça permet aussi de gagner en productivité. Absolument. Alors, on va poursuivre cette causerie parce que justement, on va découvrir une autre facette de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc, vous utilisez ChatGPT pour votre activité d'écrivain. Oui. Alors, est-ce que vous pourriez rappeler d'abord ce qu'est ChatGPT, parce qu'on en parle, mais est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est? Et puis surtout, comment vous l'utilisez? Oui, alors moi, je l'ai installé très tôt, ChatGPT, la version 3. On l'a en ligne sur l'ordinateur ou maintenant directement en appli sur les smartphones. C'est tout simplement un générateur de texte. Donc, c'est un réseau neuronal qui génère du texte. Donc, en gros, c'est un programme qui a accumulé par deep learning, par apprentissage profond, une quantité de données innombrable, au départ anglo-saxonne et puis de plus en plus sur toutes les langues, francophones, hispaniques. Si on devait faire la somme de ce qu'il a ingurgité en 2 ans, en 2 ans et demi, je crois que c'est une pile de feuilles A4 qui fait 1 km de hauteur. Voilà, pour vous donner. Et tout ça, il l'a en disposition. Quand on lui pose une question, en quelques secondes, il pioche dans ce savoir. Donc, ChatGPT est assez excellent, puisqu'en fonction de ce qu'il a puisé en tant que source, il peut vous restituer de manière très synthétique des contenus, ce que Google ne peut pas faire. Le moteur de recherche va vous donner de la recherche documentaire, va vous donner des sources, des livres, des programmes, des vidéos, qui sont très utiles, mais qu'il faut beaucoup de temps à visionner et à apprendre pour ressortir une synthèse. Donc c'est vrai que ChatGPT, très tôt je l'ai testé dans le travail, j'ai vu qu'il y avait des réponses qui tenaient la route, d'autres qui le tenaient moins, parce qu'elle a appris aussi des erreurs de sources qu'elle a consultées, l'application. Donc il faut quand même être prudent avec ChatGPT. Là en revanche, où moi je l'utilise régulièrement lorsque j'écris, et c'est vraiment génial, c'est pour les calculs, parce que je peux aller chercher un tableur Excel qui a été fabriqué par quelqu'un de sympa qui l'a mis en ligne, qui peut me faire le calcul, ou bien une vidéo YouTube, un tuto qui m'expliquerait comment faire le calcul moi-même, je vais y passer 30 minutes.
Et ce qui est un peu agaçant avec ChatGPT, mais qui est agaçant dans le bon sens du terme, c'est que, je vais vous montrer un exemple, c'est que si j'essaie d'être réaliste dans les romans, donc c'est souvent des domaines que je ne connais pas. On est dans un contexte de combat, il y a des vitesses de vol, des vitesses de chute libre, des choses comme ça. On ne peut pas, de tête, pour que ce soit réaliste, je ne vais pas écrire qu'il met 3 minutes à couvrir telle distance s'il en faut 10. Et quelqu'un qui pratique ou le parachutisme ou la chute libre me dira, dans ton bouquin, ça ne tient pas la route. Donc pour éviter ça, j'interroge ChatGPT, qui me répond avec la bonne formule de calcul. Après, je lui dis, est-ce que tu peux l'appliquer, et qui me fait le calcul. Donc je vérifie qu'il a le bon processus, je vérifie que la formule, après sur Internet, que c'est la bonne, mais il me fait le calcul et ça dure quelques minutes. Et donc pour être réaliste dans la descriptive du livre, c'est génial. Donc j'utilise pour ça, je vais vous montrer un exemple, et aussi beaucoup et de plus en plus pour les traductions. Ah oui. J'avais auparavant, je pense que tout le monde a dû le faire, on utilise Google Translate. C'est-à-dire qu'on va écrire une phrase et on voit ce que Google nous propose. Parfois, il y avait des sites aussi qui proposaient le mot dans un contexte de phrase déjà utilisé selon certains livres, qui était encore plus efficace. ChatGPT est encore un cran au-dessus. Quand je veux donner une expression idiomatique espagnole que je ne connais pas, j'essaye de proposer une expression française et je demande à ChatGPT de m'en donner plusieurs traductions utilisées en espagnol et dans quel cadre on les utilise. J'ai 3-4 réponses qui sont géniales. Et donc je peux faire un copier-coller de cette phrase espagnole dans mon roman en mettant en note de bas-page la traduction de la version proverbiale ou de l'expression française qui correspond. Ça donne une petite tonalité et ça évite d'être expert sur cette langue-là. Je connais pas trop mal l'italien, je suis bilingue, l'anglais, je me débrouille, l'espagnol, je l'oreille, mais c'est différent. C'est pas le russe, je mets du russe, je mets du turc, je mets de l'arabe. Oui, donc ça, il y a un moment utile d'avoir des outils sur lesquels on peut s'appuyer et sur lesquels on peut, qui permet d'avoir confiance en tous les cas. En fait, ça permet d'être rassuré, de gagner du temps. Et en effet, dès lors qu'on est sur du calcul ou des langues, on est à peu près serein que la source n'est pas un problème. Voilà. Alors en revanche, quand je suis sur des recherches de thèmes qui vont nourrir ma réflexion pour le roman, je reste sur la recherche documentaire classique. Parce que je trouve que ChatGPT synthétise trop, j'ai besoin du détail, et je synthétise moi-même. Je ne l'utilise pas pour le texte. Voilà, donc en fait, c'est un usage raisonné de l'intelligence artificielle, de ChatGPT. Est-ce qu'on pourrait peut-être voir un exemple? Parce que c'est assez significatif, quoi. Vous avez choisi des exemples qui d'abord toujours sont visuels. Oui, parce que je suis très visuel. Donc aussi parce que vu que c'est des romans d'espionnage, des thrillers d'action, où les personnages se mettent toujours en danger de manière spectaculaire, parce que moi je les vois comme des robots cinématographiques qui passeraient bien en film ou en série. Et donc l'idée c'est aussi de transporter les lecteurs dans un environnement qu'on ne fréquente pas tous les jours. Voilà, on n'est pas tous parachutistes. Là je prends l'exemple du wingsuit. Il est utilisé plusieurs fois dans plusieurs tomes parce que c'est une méthode je pense, on a fait rêver plus d'un depuis l'Antiquité. On rêve tous en tant qu'être humain de voler comme un oiseau. Le wingsuit, c'est cette membrane qui est tendue entre les bras et les jambes du sportif ou du combattant, selon le type d'uniforme qu'il porte, et qui lui permet en effet de parcourir à très grande vitesse. On est quand même entre 160 et 180 km/h, un vol, tout en gardant quand même un appui sur l'air, et donc c'est pas de la chute libre, il peut parcourir un certain nombre de kilomètres. Et ma question, c'était comment je vais faire pour être crédible, à quelle hauteur je fais sauter mon héros pour qu'il arrive sur la cible, qui est un ancien château en Allemagne, de nuit, que ça soit crédible pour ceux qui connaissent, ou qui sont des forces spéciales, qui l'ont déjà fait en parachute ou autre, ou qui pratiquent le wingsuit. Donc j'ai fait une recherche classique sur Internet pour comprendre déjà comment fonctionnait le wingsuit. J'ai lu plusieurs articles sur le thème. Et j'ai appris qu'ils ont un paramètre qui s'appelle la finesse. Donc la finesse, c'est le rapport entre la distance parcourue sur la hauteur perdue. Donc pour faire simple, la vitesse d'avancement horizontale moyenne d'un wingsuit, vu que c'est 160 km/h, les derniers prototypes permettent de dire qu'on peut faire une finesse de 4, c'est-à-dire faire 4 km horizontaux parcourus, en ne descendant en niveau que d'1 kilomètre. Voilà. Donc, bien sûr, plus on est rigide dans l'appui sur l'air, plus la finesse augmente. Les parapentes modernes, ils ont une finesse qui est comprise entre 9 et 13. Les deltaplanes, ils sont entre 14 et 16. Et les souples et les deltaplanes rigides, qui ont vraiment une coque comme un avion, ils peuvent faire 18 à 22 km pour 1 km de perdu d'altitude. Et je pense que les planeurs sont encore au-dessus. Ils peuvent faire peut-être 100 km. Donc, une fois que j'ai appris ce paramètre-là, j'ai posé la question à ChatGPT. J'ai un homme qui vole en wingsuit à 180 km/h. Je ne lui ai pas parlé de la finesse parce que je ne savais pas s'il allait le comprendre. J'ai mis tout simplement qu'il doit parcourir 4 km en sachant qu'il perd 1 km d'altitude. Donc je suis sur le bon paramètre. À quelle altitude doit-il commencer son vol?
Et en combien de temps arrivera-t-il à destination? Parce que c'était ça ma préoccupation. Et là, quand vous cliquez sur Entrée, vous avez en quelques secondes, moi je suis sur ChatGPT version 3.5, je ne suis même pas sur la version payante, l'homme perd 1 km d'altitude pour chaque tranche de 4 km. Puisqu'il doit parcourir 4 km horizontalement, il en perdra 1. Donc pour chaque kilomètre, il doit démarrer une altitude 4 fois supérieure. On aurait pu le faire de tête. Il me l'a écrit, mais en expliquant son raisonnement. Donc c'est intéressant, parce qu'on voit que l'IA ne nous donne pas juste le résultat tout fait. Il nous donne le cheminement. Et je suis à peu près sûr que ça, ce sont les codeurs qui ont dit, quand tu réponds, explique comment tu es arrivé au résultat. Oui. Pourquoi? Pour qu'on apprenne à avoir confiance en lui, comme outil. Donc voilà, logiquement, il doit démarrer une altitude de 16 km, 4x4, ce qui est la limite un peu de vol. Après, c'est la stratosphère. Et donc, en effet, les spécialistes, les combattants, ils partent avec l'oxygène à cette altitude-là parce qu'il n'y a pas d'air. Il n'y a pas d'air, il fait froid, enfin bref, c'est une température extrêmement... C'est vraiment risqué, mais c'est le côté amusant aussi dans le roman de dire je prends un gros risque, je dois passer sous le radar, donc en quelques minutes je dois être sur la cible, le wingsuit s'y prête encore mieux que le parachute. Voilà. Extrêmement rapide. Donc je lui dis maintenant, est-ce que tu peux me faire le calcul? Alors je dis bien sûr. Donc là vous voyez sur l'écran, il nous met le calcul, la vitesse horizontale est 180 km/h, il nous met la formule. Il faut convertir les heures en minutes, donc on a l'impression de se retrouver en quatrième. C'est l'école. Voilà. Je ne sais plus si c'est le premier cycle, l'école primaire, ou le collège, mais je ne sais plus. Et donc on a ces calculs-là qui sont faits. Donc voilà le temps, 4 sur 180 multiplié par 60. L'homme devrait se trouver à une altitude de 16 km et il arrivera en destination environ 8 minutes. Voilà, et en fait c'est agréable de se dire qu'on est sûr du chemin, on est sûr des concepts, on est sûr de la formule, et en quelques minutes on a le résultat. Voilà, moi je suis pas un grand matheux. Non, ça permet surtout d'aller très très vite, quoi. C'est-à-dire que c'est un gain de productivité dans tout un tas de domaines, parce qu'on voit sur des opérations des calculs assez simples, mais ça peut aller beaucoup plus loin, avec des problématiques posées qui peuvent être complexes. Et là, ça va aller beaucoup plus vite. Alors je l'ai testé avec des calculs complexes vraiment pour le tome 4, donc je ne peux pas trop dévoiler, mais en gros il y a un objet, je lui donne un poids, une taille. J'explique qu'il y a un vent contraire, il doit parcourir 1,2 km dans un tunnel de telle largeur, en chute libre. Ah oui, voilà. Et là, en combien de temps il va arriver au fond de ce fameux tunnel? Et là, ChatGPT a ramé un peu. Parce que je lui ai demandé les formules, comment il faisait le calcul, l'attrition de l'air, enfin bon. Et là, on est plutôt, on est à la limite de prendre son téléphone et d'appeler un physicien. Pour vérifier que ce qui a été fait est correct. On est bon ou pas? Voilà. Mais c'est passionnant de se dire que c'est un super assistant. En tant qu'auteur, on a un assistant sans aller toujours déranger des professionnels. C'est ça. Moi, un de mes auteurs préférés, c'est Tom Clancy. Et Tom Clancy était passionné d'espionnage. Et il passait le plus clair de son temps au café avec des retraités de la CIA, des gradés, qui lui racontaient des dossiers limite classifiés, qu'ils n'auraient même pas dû raconter, parce qu'ils ont un certain délai de temps avant de le déclassifier. Il ne lui donnait pas les noms et prénoms, mais il lui donnait le suc de l'aventure, le risque, il lui parlait un peu quand même des technologies qu'il n'aurait pas dû savoir. Et Tom, il notait tout ça, Tom Clancy, et il faisait il a fait des romans extraordinaires, Le Masque de l'araignée, il a fait des romans où il dévoile les méthodes de la CIA. Donc c'est quand même beaucoup de recherche. Donc moi je continue à faire les recherches de manière classique. Par contre c'est vrai que je gagne un temps fou. Je demande par exemple à ChatGPT, peux-tu me dire quels sont les derniers articles qui sont parus sur tel thème? Et après je vais les chercher et les lire. D'accord. Tout à fait. Ça, c'est très utile. Alors, ChatGPT, on a vu, donc très intéressant. N'hésitez pas, bien évidemment, à l'essayer si jamais vous n'avez essayé. Franchement, ça vaut la peine de tester quelques fonctions. Alors, vous avez aussi une méthode de recherche documentaire pour vous inspirer, pour vous nourrir, là, vous l'expliquiez. On peut être amené à faire des entretiens avec des spécialistes, mais on peut aussi avoir une méthode de recherche documentaire. Alors, comment est-ce que vous procédez C'était un peu c'est ce qui m'a motivé quand on s'est dit on fait des causeries littéraires. Je dis je vais raconter un peu l'arrière-cuisine. C'est l'arrière-cuisine, voilà, c'est ça. Quand on arrive et qu'on lit le roman, on se dit tiens, ça c'est sympa, là je m'amuse, là c'est technique. Et pour tout ça, à chaque fois, moi j'ai un niveau d'exigence qui est très élevé. Je veux être sûr que tout ce que j'écris tienne la route. S'il y a un trajet en train de nuit dans le tome 3 ou le tome 2, je ne sais plus, il y a un trajet en train de nuit en Autriche qui part de Vienne et qui arrive en Allemagne. J'ai regardé le train réellement, Österreich, avec le nombre de personnes, les horaires officiels, le prix du billet, le nombre de passagers, pour que quelqu'un qui l'ait emprunté ne se dise pas, là, il me fait de la fiction pure. Voilà, mais c'est un peu mon côté, je suis un peu obsessionnel là-dessus. Donc je vérifie tout 3 fois. Et c'est vrai que l'arrière-cuisine, c'est un peu ça, c'est de se dire, on a besoin de beaucoup d'informations pour être inspiré. Et pour donner à une fiction qui reste une fiction, qui reste un côté divertissant, de profondes racines dans notre actualité et les choses qu'on rencontre tous les jours.
Et je pense que c'est ça aussi qui donne envie de lire et qui fait que c'est agréable à lire parce que c'est ancré dans des choses qu'on entend ou qu'on voit. Donc moi, ma méthode, elle est au-delà des livres que je peux lire au quotidien. Quand je commence à rédiger vraiment mon roman, j'arrête de lire pour pas tomber dans le travers d'aller prendre le style ou de m'inspirer trop de ce que j'ai lu à côté. Donc je laisse les romans de côté et je passe beaucoup plus de temps à faire de la veille et je fais beaucoup de recherches documentaires et sur Internet et en écoutant des podcasts. Parce que je me suis aperçu que le podcast, un peu comme celui qu'on fait là, Thinkerview, pour en citer un qui est excellent, il y en a énormément sur YouTube, oui, il y en a beaucoup, oui. Sur différents thèmes qui permettent en fait d'avoir, pendant que je conduis, un thème en me disant tiens, il y a cette idée-là, je me la garde en tête, et puis le soir quand j'arrive à la maison, je vais faire une recherche spécifique là-dessus. D'accord, alors on peut peut-être prendre quelques exemples justement, je crois que vous nous avez préparé quelques illustrations de cette méthode. Oui, alors j'avais regardé pendant mes vacances un documentaire où je suis tombé complètement par hasard sur Netflix. C'était avant de rédiger le tome 1 qui parlait de l'IA justement. Donc ça s'appelle Code Bias, les biais du code. Et c'est un documentaire qui est encore en ligne, je crois, actuellement. La star de ce documentaire, c'est une jeune chercheuse afro-américaine qui s'appelle Joy Buolamwini, qui était étudiante à l'époque. Alors ça remonte à 2-3 ans l'enregistrement du documentaire, mais en réalité, depuis, elle s'est diplômée. C'est une chercheuse, et elle s'est dit dans un projet d'études au MIT, donc qui est quand même l'école vraiment suprême pour la technologie, le Massachusetts Institute of Technology. La référence. C'est la référence ultime. Donc c'est quelqu'un qui a un QI très élevé. Elle s'est dit, je vais m'amuser, je vais, dans le labo du MIT, je vais créer un miroir sur lequel je pourrais le matin, pour me motiver, mettre la tête de mon idole, et son idole, c'est la tennis woman Serena Williams. Donc elle voulait coller à la place de sa propre tête la tête de Serena Williams pour se parler et s'encourager. À l'américaine, motivational speech, des trucs comme ça. Donc elle installe le miroir de manière expérimentale, elle y greffe l'IA qui est prévue pour faire la reconnaissance faciale, elle se met devant, et là ça marche pas. Donc elle se dit, il a un problème. Je vais revalider ça, elle appelle un copain informaticien du MIT, ils regardent ensemble, et ils s'aperçoivent qu'en fait, Joy, son visage n'est pas reconnu par la machine. Tout marche, l'algorithme fonctionne, la caméra est au point, mais son visage n'est pas reconnu. Et par hasard, elle se met un masque blanc sur le visage, où on voit que les yeux et la bouche, et là, instantanément, l'algorithme la reconnaît et peut lui afficher le visage de quelqu'un d'autre. Donc elle s'est aperçue qu'en fait, l'algorithme qui avait été développé par cette société américaine pour la reconnaissance faciale, à mettre dans les aéroports, à mettre dans les tribunaux, à mettre pour les systèmes de sécurité de la police, dans les villes, avait été entraîné sur une base finalement de connaissances de photos et de vidéos où il y avait principalement que des blancs et principalement des hommes. Donc le taux d'échec augmentait lorsqu'on avait des femmes et il était catastrophique lorsqu'on avait des femmes noires. Donc elle cumulait les deux. Et elle a commencé à alerter, donc à faire des recherches pour alerter les systèmes de vidéosurveillance américains sur ce thème. Et ils se sont aperçus qu'en effet, il y avait pas mal de biais raciaux qui étaient liés en fait à l'utilisation et à l'entraînement qu'on avait fait de la machine. La machine n'y était pour rien, on l'avait mal nourrie, mal entraînée. Donc c'était absolument fascinant. D'ailleurs, j'en ai parlé un petit peu dans le tome 1, parce qu'à partir de là, j'ai été lire d'autres choses, et je suis tombé sur une expérience qui remonte quand même à quelques années, ça doit être 2019. On est, je crois, dans un des quartiers de New York un peu chaud, et il y a un building entier avec des locataires. Les propriétaires ont voulu mettre à la place de la clé un système de reconnaissance faciale à l'entrée. Pour dire comme ça, on est sûr que ne rentrent que les locataires du bâtiment ou les propriétaires. On évite le risque d'insécurité. Ils avaient installé ce système-là, bien entendu. Il y a eu tout un pataquès. D'abord, il fonctionnait mal. Les gens qui s'étaient rasés ne pouvaient plus rentrer chez eux parce qu'ils avaient changé d'aspect. Et puis, bien entendu, ils avaient très très peur, tous les locataires afro-américains, par rapport aux locataires blancs, d'être tagués sur leurs horaires, leur rythme, ou je ne sais quoi, sur leur vie privée, en fait. Voilà, d'une autre manière, dans un tribunal américain, il avait été utilisé l'intelligence artificielle pour analyser les dossiers et calculer les peines de manière automatique dans un souci d'égalité. Donc, dans tous les cas de récidive, vous avez quelqu'un qui est repris pour la 3e fois à voler à l'étalage. Quelle est la peine mesurée par le logiciel pour éviter au juge d'être juste avec l'un, juste avec l'autre. Donc, le postulat de départ est excellent. Ce qui s'est passé, c'est que tous les Afro-Américains avaient des peines qui étaient du double de celles attribuées aux Blancs. Ils ont suspendu le programme. Quand ils ont été voir dedans,
ils se sont aperçus qu'en fait, il avait été entraîné sur tous les jugements des 10 dernières années. Les juges qui ne prenaient pas le temps de réfléchir, spontanément donnaient des peines plus légères aux Blancs et plus lourdes aux Afro-Américains. Donc l'IA s'était entraînée là-dessus. D'accord. Bah, ça, c'est... Alors, vous avez d'autres exemples, hein. C'est vrai que les exemples ne manquent pas, mais dans les exemples qui vous ont inspiré, eh bien, il y a des films, il y a des situations et des événements réels, hein, qui datent aussi de la dernière guerre mondiale, donc on peut peut-être oui, avec plaisir. Les passer en revue. Je dirais que moi, c'est pour être collé au plus proche de l'univers, comme ça, des films d'espionnage, être vraiment au plus proche. J'ai lu pas mal de bouquins d'espionnage et un des films qui m'a marqué, c'était ce film-là qui est à l'écran, American Sniper de Clint Eastwood, qui est un réalisateur exceptionnel, qui date de 2015, qui reprend une histoire vraie, celle de Chris Kyle, qui était connu comme la légende, le sniper que ses ennemis surnommaient la légende, voire il faisait peur à tout le monde en Irak, qui a à son actif, je crois, entre 160 et 200 tirs létaux réussis sur le terrain pour protéger les convois militaires, en général contre Daesh et l'ISIS à l'époque. Donc c'est quelqu'un qui a écrit un bouquin, sa propre autobiographie en 2012, où il s'est livré. Il est revenu au pays, bien sûr il était conscient de ce que vivaient ses camarades, et il en a beaucoup traité il a aidé des vétérans sur leurs problèmes de stress post-traumatique. Il les a tellement aidés qu'il y en a un qui a fini par l'assassiner d'ailleurs. Donc c'est quelqu'un qui a marqué l'univers du corps des marines et même les Américains. C'est pour ça que Clint Eastwood a raconté son histoire, parce que finalement, lui, il était convaincu simplement de défendre sa patrie, descendre l'ennemi, ça fait partie du job, et il n'avait aucun regret sur ce qu'il avait fait. Il a même descendu, on voit dans le film, son alter ego syrien, qui était allé carrément tirer au JO. Donc quelqu'un qui avait un vrai savoir-faire, mais bon, lui, avec sa formation militaire, il avait réussi à atteindre ces niveaux-là. Et on a des spécificités dans le film qui sont bluffantes. Voilà, ça fait partie des sources documentaires qui, moi, me font réfléchir et coller après au plus près dans la posture. Par exemple, là, il a la main gauche toujours posée sur l'épaule lorsqu'il tire. On voit l'instructeur qui lui dit « expire » au moment de presser la détente. Tous ces petits détails-là qui donnent, après, dans le roman, la vérité au sujet, hein. Alors vous avez également les troupes d'élite de la marine royale italienne. Alors là, on retrouve votre côté, votre versant, votre côté italien, puisque je rappelle que vous êtes consul d'Italie ici à La Réunion. Et donc, ça aussi, ces troupes-là, ces sections, on va dire, d'élite, vous ont inspiré. Alors ça, je les ai découvertes il y a quelques années en écoutant justement un podcast qui parlait de ces forces de commando marine italiens. Et j'avais été impressionné parce qu'en fait, avec très peu d'objets et très peu de savoir-faire technique à l'époque, la Decima Mas, donc cette 10e flottille appelée Mas, parce que c'était le nom en italien, c'est mezzi d'assalto, les moyens d'assaut. Voilà, motobarca armata silurante. Donc c'est des bateaux armés sous forme de silure. Ils ont inventé ce corps d'élite. Ce sont un peu les ancêtres des Navy Seals. Voilà. C'est ça qui m'a surpris. C'est-à-dire que sans avoir toute la technologie qu'on a depuis une trentaine d'années, on est quand même dans les années 30, ils ont réussi des choses mais exceptionnelles. Ils ont réussi notamment à utiliser des torpilles. D'ailleurs, je sais que Ian Fleming s'en est inspiré pour un film de James Bond. Donc, ce qui prouve bien que leur impact était puissant. Ils ont inventé, vous voyez à l'image, là, une photo d'archives de 1939, ils avaient les premiers respirateurs qui avaient une bonbonne pour envoyer l'oxygène et une bonbonne pour recueillir le CO2. C'est-à-dire pas de bulle en surface. Donc je suis totalement invisible. C'est quand même incroyable. Même les Anglais ne l'avaient pas, ce système-là. Et leur spécificité, ça c'était vraiment... J'ai trouvé ça très ingénieux, c'est que durant les 3 premières années de la guerre, les Italiens n'avaient pas suffisamment de flotte pour attaquer la marine britannique. La marine britannique était bien trop puissante. Donc ils n'avaient pas ni assez de sous-marins ni de croiseurs pour les attaquer au niveau de la mer. Donc ils ont inventé ce qu'on voit à l'écran, donc des torpilles qu'ils appelaient i maiali, les cochons, parce qu'ils étaient capricieux, ils n'allaient pas très vite, entre 4 et 8 nœuds. Donc là, l'illustration n'est pas vraie d'ailleurs, parce qu'il y a des bulles, ça n'émettait pas de bulles. Il n'y avait pas de bulles, oui. Donc là, c'est une illustration qui a été faite un peu vite, que j'ai prise sur Wikipédia. Donc ils étaient cachés dans un paquebot semi-échoué, au bord de Gibraltar. Ils avaient fait une ouverture dans la coque, à 3-4 mètres sous l'eau, et ils sortaient de la coque directement sous l'eau, sans être vus, comme dans les films, on va dire. Ils allaient s'approcher d'un bateau qui mouillait
britanniques la plupart du temps, qui mouillaient dans un des ports ou à Gibraltar ou qui passaient à Gibraltar, ils collaient dessus une mine avec un système gyroscopique. Ils repartaient tranquillement à 4 nœuds, hein, ils retournaient à leur base de départ, et lorsque le bateau atteignait une certaine vitesse, il explosait. Et donc les marins devaient se tourner autour en disant on a été pris par un sous-marin ou un croiseur qu'on n'a pas vu, qui nous envoie une torpille, et pendant des années, ils n'ont pas détecté le commando marine italien. Et c'est un Anglais qui leur est tombé dessus, qui est très amusant aussi. Son histoire est incroyable. Il a d'ailleurs aussi inspiré Ian Fleming, semble-t-il. Il s'appelle Lionel Buster Crabbe. Alors là, vous avez une photo de 1939 qui montre l'équipe des Italiens. Alors les Italiens ont été avec l'axe du mal jusqu'en 1943. Et puis, dès que l'Italie s'est rendue, dès la mi-1943, tout le corps des marines a été tout simplement affecté aux Alliés. Et donc, ils ont travaillé avec les Anglais. Voilà, ils ont changé de camp, quoi. Ils ont changé de camp. Et cette fois-ci, ils ont fait sauter des bateaux allemands. Donc, bon, c'est fou, la guerre. Hein. Donc là, on voit une photo de Lionel Buster Crabbe, voilà, qui est né en 1909, mort en 1956, qui est un nageur combat d'élite, hein, le meilleur qu'avait l'Angleterre. Et une fois, alors il raconte son histoire dans plusieurs bouquins, et une fois, il s'est trouvé nez à nez avec 2 commandos marines italiens de la Decima Mass, à l'époque où ils étaient encore du côté mussolinien, malheureusement. Il en a tué un, il a récupéré son matériel, et il a copié son matériel pour le faire le même pour la Royal Navy. Ah, voilà. Incroyable. Donc ces histoires-là, elles sont hyper inspirantes parce qu'on se rend compte que c'est des histoires vraies de gens qui ont vécu, qui ont risqué leur peau pour leur patrie, ou finalement avec les moyens du bord, et qui ont su braver des choses incroyables. Et ça donne une... Après, quand on raconte une histoire, donc j'utilise cette histoire de la torpille dans un des tomes, ça donne de la teneur, quoi, de la teneur au récit. Voilà, c'est pas... On peut imaginer des choses rocambolesques qui font sourire ou qui donnent du suspense. Mais quand c'est tiré d'une histoire vraie, voilà, on est encore au-delà. Et c'est ça, moi, que je recherche dans ma manière d'écrire, c'est de m'inspirer de questions historiques, parce que j'adore l'histoire. Je trouve que c'est très inspirant de savoir comment des hommes ont combattu et sont allés au-delà de l'adversité, de ce que leur destin les prévoyait pour eux. Et souvent, on a des faits héroïques qui soient moyenâgeux, qui soient de l'Antiquité ou qui soient de la Deuxième Guerre mondiale, du Vietnam. On apprend des choses qui sont... c'est impressionnant. Donc, sans y mettre le sombre du réalisme de l'époque, j'essaie de l'insérer ça et là dans les romans. Alors qu'est-ce qu'on peut dire du coup en conclusion de ce 3e épisode sur la recherche documentaire, l'utilisation de l'intelligence artificielle, les sources, comment trouver les sources, comment sourcer son roman pour qu'il soit finalement assez réaliste, même si c'est de la fiction, ça devient réaliste, c'est-à-dire qu'on a des scénarios qui pourraient voir le jour éventuellement. Oui, complètement. Et pour moi, l'utilité, c'est ça. C'est utiliser l'outil, notamment ChatGPT, pour lui demander des références, des titres de documentation. Et on peut faire la même chose sur Google, c'est plus long, parce que ce que peut faire ChatGPT, que fait rarement Google, c'est qu'on peut lui dire, alors tel titre, ça raconte quoi? Et en 3 phrases, on a le résumé du titre. Si ça colle avec ce qu'on cherche, on va le lire. Soit on achète le bouquin, soit on le voit en ligne. Et je trouve que c'est un trieur d'informations qui va être de plus en plus pertinent. Alors, mais je ne lui laisserai pas la rédaction. J'ai testé de lui faire rédiger quelques lignes. C'est fade. On arrive... Peut-être qu'un jour, il pourra faire au style à la manière d'Agatha Christie, à la manière de J.K. Rowling. Probablement. Arrivera probablement. Peut-être même plus rapidement qu'on ne le pense. Voilà. Moi, j'écris à l'ancienne. Je tape mes mots. Mais c'est vrai que... On peut les utiliser, ces outils sont fantastiques, ils sont surprenants et voilà, bientôt ils feront des recherches photographiques très précises. Ça pourrait être vraiment intéressant. Donc j'aime beaucoup ces outils-là. Voilà. Merci beaucoup Nicolas Bertani. Il nous reste encore un épisode. Nous aborderons, alors là c'est vrai, d'autres sujets à cette occasion. Donc rendez-vous très bientôt. À très bientôt pour ce 4e épisode. Et très bonne journée. Merci beaucoup. Merci pour l'accueil. Au revoir. Au revoir.